Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review sur la saison 4 de Wakfu. Petite review de l'épisode 12. Bon, bah, il aura fallu attendre 12 épisodes, mais je pense que ça s'entend à ma voix. Et... Ah, cet épisode m'a fait pleurer, cette toute fin. Et j'avoue qu'il m'a bien maintenu dans le mal pendant tout son épisode. Vous savez quoi, je pourrais dire que je m'attends à ce que la saison se termine mal en mode boudin comme la 3, mais actuellement je suis tellement à fond dedans, il me reste un épisode, que j'ai même pas envie de me poser la question. La saison peut finir comme elle veut. À ce stade-là, quelque part, je m'en fous. Peut-être pas quand je finirai l'épisode 13. Mais là, actuellement, Kama, il se donne à fond sur ce que je suppose, en tout cas, être la dernière saison de Waku. Parce que je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait raconter de plus derrière. Si. Et ouais, non, Kama se donne à fond. Et on le sent, ce côté bataille finale. Je pense plus que dans n'importe quelle autre saison par le passé. Parce que il y avait quand même cette tension en saison 1. Qui est pour moi le meilleur. Pour moi, cette saison 4, en fait, fait beaucoup de rappels à la saison 1. Et je trouve ça à la fois super beau et déchirant, à plein de niveaux différents. Et ouais, à part quand Nox a attaqué le royaume Selida, je sais pas, je pense que c'est le fait que la saison 2, l'attaque des chouchous, se déroulait plus ou moins sur une terre à moitié déserte, sans vraiment de civils à protéger ou ce genre de choses, ça rendait la chose moins impactante. Et toute la saison 3 se déroulait dans une dimension parallèle, pareil, il n'y avait pas d'enjeu particulier. C'est peut-être les OAV. Peut-être les OAV quand Hugo a failli détruire le monde une première fois, face à Ogrest, où effectivement on voyait bien toutes ces météorites qui tombaient et qui ont failli détruire le monde, et vous voyez tous les personnages qu'on avait connus jusqu'ici. Mais ouais, là, cette saison 4, on va à un autre level. Là, on est clairement dans de l'animé, mais si on vient me dire qu'il n'y a pas d'inspiration japonaise là-dedans, j'y croirais pas. Je peux juste pas y croire après ce que je viens de voir dans cet épisode. C'est... Essayons d'y aller plus ou moins dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre thématique. Et je terminerai par le truc qui m'a brisé le cœur à la fin, parce que voilà. Donc, Yugo a rassemblé tous les membres de la confrérie, et du coup, il décide d'utiliser l'Héliasphère pour créer un lien entre l'Héliasphère et les autres membres de la confrérie, et tous ceux qui veulent participer, comme Joris ou Armand, par exemple. Et ce qu'il leur explique, c'est qu'en gros, bah voilà, l'Héliasphère va leur donner du pouvoir, mais qu'en échange, elle va se nourrir de leur Waku. Un peu comme les Diacubes, en fait, en soi. Ce qui n'est pas déconnant, puisqu'ils viennent de la même origine. D'ailleurs, c'est peut-être un truc à la con, je sais plus si je l'avais mentionné dans l'épisode dernier, mais on n'a jamais trop su ce qui s'est passé dans l'Inglorium, à moins que j'ai vraiment loupé l'info, je me souvienne plus. Je me demande du coup si c'est pas Locus, donc ce mécasme en fait, qui a ravagé l'Inglorium, quoi. On n'a jamais trop su si la grande déesse elle était responsable, hein. Elle vient de se barrer et tout va bien. Voilà, ce détail mis à part, donc, Hugo donne la possibilité aux gens présents de sacrifier leur vie, hein, soyons très très honnêtes. Parce que. Alors Ellie, elle est en mode oui, ça m'intéresse bien, machin. Et Eva, elle est en mode non, non, mais même pas en rêve, je m'en fous, c'est la fin du monde. Toi, de toute façon, t'en as pas besoin. T'es quand même la fille du dieu Yod, quoi. Et ouais, c'est beau, c'est mignon. C'est de voir Pimpin et Evangeline qui se donnent la main, qui sont prêts. Après cet épisode-là, très sincèrement, j'ai peur. Parce que, au fond de mon cœur, j'ai cette impression qu'on peut perdre n'importe qui. Des personnages qu'on connaît depuis très longtemps. Et ça, j'avoue que
ça me détruit psychologiquement. Alors, a priori, s'il y en a deux seuls qui sont plutôt safe, c'est Amalia et Hugo. Voilà, j'en dirai pas plus, mais a priori, Amalia et Hugo sont plutôt tranquilles. Et Lily aussi. Et Lily et Pain, je pense qu'ils sont plutôt tranquilles puisqu'ils représentent la nouvelle génération qui potentiellement pourra porter la série ou l'avenir de l'univers ensemble. Et Lily et son épin. Et Flopin, du coup. Et Flopin, a priori, ne sera pas là. Et je me dis, c'est un truc de fou, il participera pas à la bataille finale. Alors, quelque part, il avait peut-être pas le niveau, peut-être pas les épaules. Mais s'il doit arriver quelque chose à Évangéline ou à Tristepin, ça va le ça va le briser en deux. Et franchement, l'un comme l'autre sont absolument possibles sur la sellette. Parce que Tristepin plus que les autres, parce que oh, saison 1, OAV, on va dire que Pimpin est la mort. C'est une relation assez quelque chose qu'on a déjà connu dans Wakfu. Je veux dire, un des moments les plus forts de la saison 1 de Wakfu, qui a aussi donné ses lettres de noblesse à la série, c'est quand même le fait que Pimpin se soit sacrifié en fin de saison 1, qu'il soit littéralement mort, et que même Nox, en remontant le temps, de 5 minutes, ou je sais plus, de 20 minutes, je sais plus combien il avait fait, n'ait pas réussi à le ramener à la vie. C'était un des moments super forts de la saison 1 de Wakfu, de se dire, on était tous comme Hugo, on se dit, ah bah on a remonté le temps, super, Christophe va être encore en vie, et en fait non, c'était juste avant. Et ce qui me rappelle beaucoup le sacrifice d'Ultire dans Fairy Tail. Si vous connaissez, regardez Élisée du Fairy Tail, c'est bien. Pas de manga parfait. Mais bon Dieu, quand Mashima veut que des moments fassent mal, et si en plus on rajoute la musique de l'animé et la mise en scène, on pleure. Donc ouais, la mort de Pimpin dans la saison 1, c'est un moment super fort, quoi. C'est le genre de moment qui t'apprend que ouais, la mort ça existe, et ça a des conséquences. Et puis après, tu te fais mettre à terre par la mort de Nox qui est cachée dans les crédits, et t'es pas bien. Mais... Et puis dans les OAV, il a fait mourir contre Ogrest, donc... Et quelque part, au niveau de son personnage, bah, il est plus ou moins arrivé au bout de sa quête, en fait. C'est ça qui me fait peur. Tout comme Évangéline, quelque part. Même si Évangéline a le côté maman qui peut-être peut jouer, et on me dira Pimpin aussi. Mais Pimpin a eu toute cette évolution de je suis un chevalier entre guillemets de pacotille, qui a plus du nom que de l'expérience, et qui, au fur et à mesure des saisons, s'est révélé comme étant un personnage beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait croire, avec tout le délire de la réincarnation du vieux Yod pendant les OAV, et sa réconciliation avec Gultar dans saison 3. Et ouais, elle a tout le côté, je peux pas abandonner ma famille, il faut que je sois là pour ma famille. Je suis prêt à ne plus faire de sacrifices pour ce genre de conneries, en fait, quoi. Et niveau thématique, ce serait d'autant plus tragique qu'il meurt là maintenant. Et pareil pour Eva. Pareil pour Eva qui a accepté de laisser partir son fils, qui aurait eu l'occasion de reconnecter avec ses origines et qui ne l'a pas fait. Et ça laisserait quelque part Eleni à devoir élever son frère toute seule. Quasi toute seule. Et ce serait, au niveau scénario en tout cas, ce serait génial. Et puis il y a Gultard aussi, ne pas oublier, Gultard qui est quand même sur la sellette aussi, parce que bah on raconte pas grand chose sur le personnage. Mine de rien, il n'y a plus grand chose à raconter sur le personnage. Donc même si j'adorerais hein, qu'il reste avec ses frères et sœurs et tout, mais la mort de Gultard dans l'épisode 13, ça pourrait faire un moment vachement fort aussi, quoi. Avec potentiellement une petite discussion avec Pimpin ou un truc. Enfin, Ruby, j'avais oublié, mais Rubilax aussi. Rubilax serait totalement possible de crever. Surtout avec Rachat dans les pages. Donc, ouais. Et puis, Tristopin le fait bien noter, il lui dit non mais je sens bien que c'est toi qui as peur, Ruby. Donc, enfin, il lui dit même on t'a dit de pas trop forcer sur le pouvoir de l'ISR, machin et tout. Donc, ouais.
Toscon Rubilax et Christopher sont liés à vie maintenant. Donc, si l'un doit mourir, l'autre le suivra. À moins qu'on arrive sur un sacrifice de Rubilax pour sauver de nouveaux Pimpins. Mais définitivement, cette fois. Ça, ce serait possible. Ruel, qui quelque part est arrivé au bout de sa quête, en acceptant de renoncer à son pognon, en réfléchissant à ce qu'il pourrait transmettre à la nouvelle génération. Et de par son âge et tout, Ruel pourrait également, d'autant que, c'est vrai que ça je sais plus si je l'avais mentionné, mais la voix, la voix, la voix officielle de Ruel est décédée il y a quelques temps. Et donc c'est une nouvelle voix qu'on a pour cette saison 4. Donc en plus, il y a ce côté, ce serait beau quelque part, mais ce serait quelque part très méta, mais déchirant. Et puis il y a Damaï aussi. Il y a Damaï qui pourrait totalement mourir quelque part après avoir eu son espèce d'arc de rédemption, arc de vilain, arc de rédemption saison 3, dans cette saison. Ce serait possible, ce qui serait déchirant pour Yugo d'autant plus. Et enfin voilà, il peut vraiment se passer beaucoup de choses en un seul dernier épisode, qui est pas plus long que les autres en plus, hein, mais c'est à savoir, allez savoir. Donc ouais, j'avoue que ce soit au niveau, la tension était réellement pas palpable dans cet épisode, j'ai trouvé, que ce soit au niveau de la musique, au niveau de la comment dire, au niveau de la façon dont les combats ont été montrés, de ça, ouais, on sentait vraiment le désespoir, quoi. Donc, une fois que Hugo a fait son petit truc avec les Gasper, du coup, tout le monde se met plus ou moins, se prépare à combattre. Amalia donne des épées à tous les Sadida. Euh, Armand dresse un putain de mur pour essayer de repousser les Nécromes le plus possible. En plus du bouclier qu'a fait la déesse Héliotrope avant de se barrer. Et du coup, bon bah, il y a Ephraim qui arrive à péter un petit peu le bouclier de Wakfu. Du coup, les Nécromes puis arrivent à rentrer dedans. Et le mur d'Armand, bah, il tient pas forcément autant aussi bien qu'il voudrait. Puis du coup, Armand, il pioche dans les ressources de la Ligasphère. Mal de trucs. Et pendant ce temps, du coup, bah, Joris et Hugo essayent essayent de passer à côté de Tauros pour... leur but, en fait, c'est de retourner dans le Necromonde pour sauver Nora, puisque la seule réelle stratégie qu'ils ont, c'est bah, on va fermer le portail, comme ça, bah, ils pourront plus venir. Mais encore, après, quelque part, Tauros a suivi Hugo quand il a réussi à passer, donc oui, quelque part, il se ferait emprisonner et autres. Là où Hugo, du coup, avec ses portails, pourrait sans doute revenir dans le monde des 12. Probablement. Et du coup, donc, on se retrouve avec Hugo, Joris et... Joris aussi, que j'avais voulu oublier. Mais oui, Joris aussi pourrait y passer. Et Joris, c'était pas un personnage secondaire, mais c'est d'imaginer, en fait, la peine de Kirubin et Hacham. Et lui ne reviendra pas. Kirubin et Hacham, quand ils sont morts dans le film, c'était déjà dur. Mais on savait qu'ils... Enfin, on nous fait comprendre qu'ils sont revenus à la vie derrière. Joris, non. Joris, il a quelque chose comme 200 ou 300 piges, je sais plus très bien. Et bah ouais, ouais il est sur la sellette aussi. D'autant qu'il fait pas forcément le poids, ce genre de choses. Donc, puis, il ne raconte pas grand-chose sur le personnage non plus. Il est plus là pour être badass, stylé, mystérieux et tout. Mais c'est tout. Donc, ouais. Ouais. Et du coup, bah, je vais conclure ma petite review sur le truc qui m'a fait pleurer aux larmes. Mais vraiment, quoi, c'est... Et ça se sentait. Ça se sentait à plein niveau. C'est pas une surprise en soi. Parce que on l'avait vu dans les trailers déjà. Hugo avait l'air d'être devenu un petit peu le dirigeant. Alors des Héliotropes d'un côté, oui, mais au royaume Sadida, donc potentiellement qu'il avait épousé Amalia. C'est pour ça que je pense que ces deux-là sont plutôt tranquilles. Et puis il faut qu'il nous fasse des petits Hugo et des petits Amalia, juste histoire de.
Et, mais voilà, ça se sentait que le roi étant mort, si Amalia devient reine, c'est probablement que Armand y passe aussi. Et tout le long de la saison, on essaye de le rendre sympathique, de le rendre agréable, bien plus qu'il ne l'a été dans les 3 saisons d'avant. Et vraiment, il a toujours ce petit côté un peu arrogant, un peu je sais tout, un peu j'ai pas envie d'accepter l'aide ou machin, ou je suis méfiant, ou ce genre de choses, mais ils l'ont rendu tellement plus sympathique dans ses discussions avec Amalia, dans sa relation avec sa femme, qui clairement, on sent qu'elle l'aime. C'est pas juste un mariage arrangé, basta, quoi. C'est c'est pour ça que j'espère qu'on aura des petits Armands, d'une manière ou d'une autre. Faites qu'elle soit enceinte, s'il vous plaît. Je ne supporterai pas que Armand disparaisse comme ça, sans rien laisser. Et ouais, et puis, même dans cet épisode-là, c'était red flag sur red flag sur red flag. Death flag, même. Il arrive à avoir une conversation touchante avec Tristepin, qui encore une fois renvoie à tout ce que la saison 1 avait mis en place. Le fait que Armand avait une haleine de chacal, par exemple, il dit oui, non mais c'est bon, je mâche de l'eucalyptus tous les matins maintenant, vous devriez, Sir Tristepin, faire pareil. Il l'appelle Sir Tristepin, il reconnaît son statut et tout. Là où à l'époque, Évangéline lui avait dit non mais ne manquez pas de respect à mon mari, ou ce genre de choses. Euh, et le fait que Tristepin lui dit oui, ça me paraît vachement loin l'époque où on se battait pour le cœur d'Eva et tout, parce que Armand aussi avait un crush sur Eva en saison 1, au tout début. Et là, il acceptait pas qu'elle puisse avoir des sentiments pour Tristepin. Et enfin, je veux dire, ils se font même des petits signes en mode ouais, tu t'en sors bien, machin et tout. Enfin, et du coup, bah, comme personnellement je m'y attendais, et le titre de l'épisode s'appelait pas Armand pour rien, bah ouais, Armand se sacrifie pour sauver son peuple, en puisant dans toute l'énergie que peut lui offrir l'Eliakum, enfin l'Eliasser du coup. D'ailleurs, il y a une espèce d'étrange relation entre Wakfu et Stasis. C'est ils ont l'air d'utiliser du Wakfu, mais aussi de la Stasis. Et on sait que la Stasis, c'est ce qui devient le Wakfu. Enfin, ce qui advient du Wakfu. Enfin, ça m'a l'air d'être quand même compliqué comme concept. Et ouais, c'est dans un ultime sacrifice, du coup, et il pioche dans cette dernière force pour rediriger un rayon qui était prêt à tuer tout le monde, quoi. De la part de Rotalstom, du coup, le dragon que Tauros il a sous ses ordres. Et encore une fois, Amalia qui est dans le déni, sur le coup. Mais ça fait sens parce qu'elle a perdu sa mère quand elle était très jeune. Là, elle vient d'apprendre que son père est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, globalement. Et Armand, il a vraiment une phrase, c'est cette phrase-là qui vraiment m'a touché le plus. Et je me suis dit, oh non, il va crever, c'est sûr. C'est Amalia, du coup, qui lui dit, oui, non, mais écoute, laisse tomber ton mur, il faut qu'on se barre, il faut qu'on essaye de gagner du temps ou autre. Et il lui dit, ouais, quelque chose comme, j'aurais jamais cru que mon règne serait aussi court, ou un truc comme ça. Et tu comprends ce que ça implique. Tu comprends qu'il va se sacrifier et qu'il va crever. Et c'est ce qui se passe. Et je l'ai mentionné plusieurs fois dans mes reviews à cette saison. Armand est un personnage, est probablement un de mes personnages préférés de cette saison. Parce que je comprends totalement. On rappelle que c'est quand même le fils aîné, c'est lui qui est censé reprendre le trône, mais que son père s'est toujours comporté de façon assez dure à son égard. Peut-être justement par rapport à l'héritage qu'il avait, là où il était vachement plus cool avec Amalia. Et après, attention, Armand a ses fautes aussi, je ne dis pas, mais je peux comprendre sa jalousie ou son envie de faire ses preuves ou ce genre de choses. Et même,
crois que c'est une fois qu'il est mort et qu'en fait il se transforme en une espèce de petite pousse. Alors est-ce que Armand peut revivre ou est-ce que Armand est juste mouru et c'est ça un autre truc qui peut arriver au Sadida en plus de se transformer en arbre. Et, et il dit oui, le père aurait été tellement fier de toi. J'ai énormément de peine pour Armand, vraiment. Ça a été très certainement une des révélations coup de cœur de cette saison, beaucoup plus que d'autres nouveaux personnages. Et tout comme Kill Bill, vraiment, c'était en mode mais non, mais je sais bien qu'il allait mourir, mais non, mais je suis triste. Lui, il m'a pas fait pleurer, même si c'était pas loin. Et ouais, je crois que vraiment Armand, ça a été un des personnages qui m'aura le plus touché dans cette saison. J'étais vraiment en mode non, mais je comprends, il est vachement sympathique, il a sa rédemption et tout. Et... Enfin bref, donc voilà où on en était. Donc Hugo et compagnie sont retournés dans le Nécromande pour essayer de sauver Nora. Et du côté des Sadida, bah, ils viennent de perdre de nouveau, après peut-être quelques semaines ou plus, leur roi. Et ça me rappelle une parole qu'avait eu un enfant Sadida au tout début de la saison, vraiment premier épisode et tout, quand Armand était couronné, qui dit ah moi j'aurais préféré que ce soit Amalia notre reine et tout. Et c'est de sa mère qui disait mais ce sont pas des choses à dire en ce moment quoi. Et du coup ouais, Amalia va devoir devenir reine en fait. Enfin voilà, ça m'aura profondément touchée. Et donc surtout que là j'enregistre, je viens tout juste de finir l'épisode, donc je suis encore à fond dans l'émotion et tout, mais ouais, je sais vraiment pas comment va finir cette saison. J'ai honnêtement peur pour plusieurs personnages. Et bah j'attends plus qu'une chose, c'est de finir cette saison, d'encaisser ce qu'elle va nous donner et de réfléchir à comment je le sens après coup. Voilà. Bon, je vais pas continuer plus longtemps, ça servira à rien, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Donc les gens, on se retrouve la prochaine fois pour le final de la saison 4 de Wakfu. Et ça va le faire. On se prépare, ça va le faire. Allez, portez-vous bien. Bye.